Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Oussama Ammar, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, je sais que je suis supposé parler en français et que vous avez des casques de traduction, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de nationalités parmi nous aujourd'hui. Alors, je voulais juste dire quelque chose comme Minya Zavut Oussama Ammar, Yaochin Lubiu Ruski Izik, pour les Russes. My name is Oussama Ammar. I'm very glad to be with you today. Oi, tudo bom? Eu muito gosto do Brasil. Et donc c'est génial d'avoir une population aussi internationale. J'ai un parcours un peu particulier de ce point de vue-là. Je suis né au Liban et à peu près comme tous les gens nés au Liban, j'ai quitté le Liban. Et à peu près comme tous les gens nés au Liban et qui ont quitté le Liban, je me sens local à peu près partout. Et donc je suis très content d'être là avec vous. Alors le sujet du jour, c'est de vous parler de communauté. Et la première question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi je suis venu moi vous parler et qu'est-ce que j'ai bien à vous raconter sur le sujet. Alors j'ai une double expérience, une expérience d'entrepreneur et d'investisseur. D'abord d'entrepreneur puisque j'ai monté des sociétés qui ont fait appel à des communautés. J'ai dirigé une communauté de plus de 900 000 chercheurs en ligne qui s'appelait Ipios et qui résolvait des problèmes scientifiques. Et c'est ce qui est magique dans l'époque actuelle, c'est-à-dire qu'un enfant, parce qu'à l'époque j'étais quand même très jeune, peut créer avec un ordinateur un outil qui va permettre de rassembler et mobiliser des gens à travers le monde. Et le tout sans jamais rencontrer personne, ce qui est quand même le grand avantage du numérique, quoi qu'on en dise. De l'autre côté, il y a quelques années, j'ai fondé une société qui s'appelle The Family, il y a bientôt 3 ans, le 27 mars, la société aura 3 ans, qui accompagne des startups à Paris et maintenant à Londres et à Barcelone, et j'espère très bientôt en Italie et en Roumanie. Et cette société d'investissement a pour mission d'aider les startups à grandir le plus vite possible et à croître. Et de nombreuses startups dans ce domaine sont des startups qui font appel à la communauté. Alors, la communauté, c'est le mot magique, c'est le mot dont tout le monde parle, c'est le mot d'à peu près toutes les entreprises aujourd'hui veulent se sentir avec une communauté, parce que d'abord, avoir des clients, c'est devenu vulgaire. Donc on n'a plus vraiment de clients, maintenant on a des communautés. Et je comprends la perplexité parce que c'est un peu comme toutes les choses à la mode, ça passe vite et on se dit à quoi bon essayer d'accrocher un train qui n'a pas l'air très raisonnable. Alors ce que j'aimerais faire ce matin, c'est vous démontrer qu'en fait les communautés, c'est quelque chose qui a toujours été présent, dans la vie des affaires. C'est juste que l'Internet leur donne une dimension et une connectivité mondiale qui est unique. Et elle est là, la différence. La différence, c'est pas qu'on a inventé quelque chose de nouveau, c'est simplement qu'on a donné des super pouvoirs à des choses qui étaient là depuis très, très longtemps. Alors, ça vient d'où la communauté ? Ça vient de très loin. À peu près dès le début de l'humanité, on a commencé à se regrouper en tribus, puis les tribus sont devenues des cités, et les cités sont devenues des régions, les régions sont devenues des nations. Et aujourd'hui, on revient à nouveau à l'ère des tribus, mais d'une façon un peu particulière. C'est qu'au lieu d'avoir des tribus définies par où on est né, on a des tribus définies par qui nous sommes. Et finalement, c'est ça le grand individualisme de notre époque, c'est que l'individualisme de notre époque est une forme de communautarisme. Puisqu'à peu près n'importe qui de bizarre, à travers le monde, arrive à trouver une communauté qui lui ressemble et à trouver un groupe partageant les mêmes caractéristiques qu'elle. Par exemple, je n'ai pas de lacets à mes chaussures, parce que j'aime pas faire mes lacets. Je suis sûr que si je vais en ligne et que je cherche sur Facebook le groupe des amateurs de chaussures sans lacets, je suis sûr que je vais trouver au moins 10 000 cinglés dans le monde. Oui, vous pouvez confirmer, je n'ai pas de lacets. Je vois des gens qui se lèvent, non, c'est pas vrai, il a des lacets. Et donc, à peu près n'importe quelle bizarrerie aujourd'hui trouve un écho à travers le monde. Et c'est ce qui... Merci pour le zoom, je sens qu'il y a eu un zoom. N'importe quelle bizarrerie de nos jours trouve un écho et trouve des gens pour se rassembler. Alors ça, c'est un pouvoir qui est extraordinaire parce que d'un seul coup, la résonance et l'appartenance peut se définir de façon protéiforme. Et aujourd'hui, certaines entreprises ayant compris ce mouvement de fond font juste une chose, c'est qu'elles apportent cette ressource à leurs utilisateurs et rendent du pouvoir aux utilisateurs. L'Internet n'est pas une révolution technologique. Tous les gens qui pensent que l'Internet est une révolution technologique ont une très courte vue. D'ailleurs, à peu près toutes les entreprises qui confient leur transformation digitale aux gens qui s'occupent de leur techno, en se disant les gens qui m'ont installé Windows dans les années 80 me feront ma révolution Internet dans les années 2010, se trompent.
Parce que ce n'est pas du tout les mêmes qualités. Les qualités qu'il faut pour aller sur Internet sont des qualités quasi sociologiques. Si vous regardez la plupart des patrons de grandes communautés et que vous regardez leur formation réelle, elle n'a rien à voir avec computer science. Mark Zuckerberg, il était en psychologie à Harvard. Brian Chesky de Airbnb était designer industriel. Frédéric Mazella était physicien. C'est des gens qui ont toujours, de Blablacar en France, c'est des gens qui ont toujours développé leur entreprise avec une vision du monde et une vision transformative et sociologique de la société. Alors l'Internet, c'est quoi? L'Internet, c'est la dernière conquête de la démocratie. C'est une transformation sociale qui donne aux gens, à tous les gens dans cette pièce, à tous les gens dehors, un pouvoir aussi grand que celui de n'importe quelle entreprise. Et dans ces communautés, il y a deux dimensions. Il y a le côté positif de ce phénomène, comme dans tout mouvement de démocratisation, il y a un côté extrêmement positif. Et puis, il y a tous les côtés négatifs qui agacent les gens qui refusent cette révolution. Alors, commençons par un côté négatif qui, moi, me fait mourir de rire, parce que c'est, je trouve, le côté le plus enthousiasmant en termes de relations de pouvoir entre les utilisateurs et les marques. C'est le fait qu'aujourd'hui, n'importe quel utilisateur, aussi petit soit-il, peut devenir une menace transcendantale pour l'entreprise. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête. L'année dernière, un voyageur a pris United Airlines et a mis sa guitare offerte par son papa, qui est mort, il faut en rajouter dans le mélodrame, dans la soute, et la guitare est arrivée brisée en 1000 morceaux. Il a été voir la compagnie, il est arrivé au guichet avec sa guitare entièrement broyée, et il a dit à United Airlines, s'il vous plaît, il faudrait me rembourser, en plus j'y tiens beaucoup, c'est un objet sentimental. Et évidemment, ce que United Airlines a fait, il lui a présenté le formulaire A332B5, lui a dit de le remplir dans la pochette rose, de l'envoyer dans l'enveloppe verte, et peut-être qu'un jour il recevrait une réponse bleue ou rouge. 3 mois plus tard, il reçoit une réponse lui disant que sa guitare a été évaluée à 35 $, puisqu'elle datait des années 60, et qu'elle devait être en mauvais état, vu comme elle s'est brisée aussi facilement, et que donc il lui donnait un chèque de 35 $ à faire valoir sur son prochain vol sur United Airlines, avec une lettre des plus chaleureuses et de meilleurs remerciements. Il a pris sa guitare, il a fait une vidéo, il a eu 36 millions de tweets, et il a fait baisser le cours de l'action United en bourse, avec une guitare. Est-ce que vous pensez que le PDG d'United, qui a été nommé il y a quelques années, s'est dit « Chouette, je vais avoir le boulot le plus intéressant du monde, je vais aller me prendre en photo avec un psychopathe et sa guitare pour le remercier d'une vidéo qu'il a fait sur ma compagnie ?» Vous pensez vraiment que ce type qui a, dans les arcanes du pouvoir pendant des années, écrasé tout le monde pour devenir PDG, s'est dit qu'un jour son poste pouvait tenir un hippie amateur de guitare? Est-ce que vous pensez vraiment que ce type, un matin, s'est levé en se disant « Ah, ma vie est géniale, j'ai vraiment le boulot le plus passionnant du monde, n'importe qui peut faire switcher mon cours de bourse par la fenêtre, non pas parce que nos résultats financiers ne sont pas bons, mais parce qu'un client, un seul client, n'est pas content ?» Alors, il y a une devise qui s'applique très bien à l'Internet, une goutte d'eau peut faire déborder l'océan. Ça ne veut pas dire que tous les types qui font une chanson et qui la mettent sur Twitter ont 36 millions. Là, c'est pas de bol, il avait un peu de talent, il est mignon, il a une bonne tête, il y a de l'empathie. C'est les mystères de l'Internet. C'est-à-dire que pour 10 000 histoires équivalentes, il y en a 9 999 qui passent inaperçues et une qui peut renverser votre entreprise. Ce qui veut dire que le travail que toute entreprise a à faire avec sa communauté est devenu un travail essentiel de survie. On n'a plus le choix. Travailler avec sa communauté, c'est la seule façon de ne pas passer par la fenêtre. C'est la seule façon de gérer le risque concurrentiel le plus grave, qui n'est plus le risque passé, mais le risque futur. Et ça, c'est le deuxième grand changement de notre monde. Le deuxième grand changement de notre monde, c'est que tout ce qui n'existe pas peut enfin exister. Pendant très longtemps, une entreprise, dans sa vision stratégique, était obsédée par une seule chose, c'est qui sont les concurrents. Donc on faisait des revues stratégiques, des plans stratégiques, on regardait des revues concurrentielles, on faisait des benchmarks, on regardait où se situaient nos concurrents en termes de prix, en termes d'offres, en termes de rapports. On allait espionner le magasin du voisin, on regardait les prix, on se disait « Ah, comment il fait pour acheter ?» On trouvait son fournisseur et on s'alignait. Cette concurrence aujourd'hui est beaucoup moins importante que la concurrence future.
La concurrence future, c'est quoi? C'est toute la concurrence qui n'existe pas, mais qui peut exister simplement parce qu'il y a un appel d'air par rapport à une pratique dominante du secteur. Vous voulez un exemple? Prenez la téléphonie mobile en France. Vous avez 3 opérateurs qui se partagent le marché, ils sont très contents, ils font plein de marge, ils ont le régulateur dans la main, ils sont de temps en temps condamnés à une petite amende pour entente concurrentielle, 600 millions tous les 10 ans, ça fait 60 millions par an finalement, c'est moins cher que la TVA. Et puis un jour, il y a un type qui débarque et qui lance une offre à 19,90 € et qui gagne sa vie. Pourquoi ce type débarque et peut faire ça? Alors, pour une raison assez simple, Free Mobile a d'abord bénéficié d'avances technologiques, d'une structuration de coûts beaucoup plus lean et beaucoup plus efficace, mais surtout, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas en concurrence parfaite. Si les opérateurs télécoms avaient été en concurrence parfaite, jamais Free aurait pu se lancer. Vous voyez ce que c'est un risque futur? C'est un risque d'appel d'air. Un peu la même chose que l'hôtellerie. Pourquoi Airbnb a autant de succès? Est-ce que c'est parce que les gens préfèrent dormir chez l'habitant plutôt qu'à l'hôtel? Absolument pas. Moi, je me souviens de l'époque où Airbnb a été lancé et tout le monde trouvait ça absurde que les gens aillent sur Airbnb. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi Airbnb marche. Qui, ici, dans la salle, a déjà loué un Airbnb? Levez haut la main. OK? Regardez bien le nombre de mains levées. Maintenant, qui, ici, dans la salle, a son appartement sur Airbnb à louer? Regardez le nombre de mains levées. Ici, vous avez tous les gens qui ont du mal à payer leur loyer. Je plaisante. Mais on passe notre temps à vous parler d'économie du partage, d'économie de la collaboration, etc. Ça, c'est l'idée reçue numéro 1 sur les plateformes. La vérité, c'est que ces plateformes sont des sources complémentaires de revenus pour les gens. Et que si les gens n'ont pas besoin de ces sources complémentaires de revenus, ils ne le font pas. Parce que personne, au fond de lui, n'a envie d'avoir un inconnu qui dégueulasse sa baraque. C'est pas le genre de choses dont on rêve. On se lève pas le matin en se disant « Ah, génial, il y a un type que je connais pas qui va venir chez moi. » Alors évidemment, Airbnb va pas vous le présenter comme ça. Vous imaginez si vous arriviez sur le site d'Airbnb et qu'on vous écrivait là où les gens qui ont du mal avec les fins de mois viennent mettre leur appart pour que vous payiez moins cher que l'hôtel. Non, mais pourtant, c'est ça la réalité économique. La réalité économique, c'est que vous avez des assets et ces assets, aujourd'hui, sont disponibles à la location parce que les gens ont besoin de revenus complémentaires par rapport aux revenus du travail. Et comme on est dans un monde où les revenus du travail sont de plus en plus durs, on est dans un monde où les revenus du travail sont de moins en moins stables, on est dans un monde où la quantité de travail est en décroissance, il faut bien que les gens trouvent des alternatives. Et c'est ça, les plateformes comme Airbnb. Donc, idée reçue numéro 1, l'économie, c'est pas simplement une affaire de partage. Le partage, c'est ce que les plateformes racontent pour leur marketing. Mais la base de toute communauté, depuis le début de l'humanité jusqu'à nos jours, c'est le lien économique fort. J'ai besoin d'argent, il peut me donner de l'argent, ça crée une relation. Alors évidemment, par-dessus tout ça, les gens sont sympas. Donc c'est sympa d'aller dans un Airbnb parce que les gens se comportent bien, parce que ce n'est pas des hôteliers blasés, parce que ce n'est pas des gens qui font ça par métier, mais ils le font comme un à côté. Et c'est beaucoup plus sympa d'être sympa une semaine par mois avec un inconnu qu'être sympa avec 70 inconnus par jour. Vous en savez quelque chose. Donc évidemment, l'économie du partage a cette force de type judoka, qui, comme c'est des sportifs de haut niveau qui permettent à tout le monde d'être sportif quelques jours par mois, les gens sont bien plus performants que tous les gens à qui on demande ce niveau de professionnalisme tous les jours. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'industrie hôtelière? Quel est le problème de fond pour l'industrie hôtelière? Tout le monde pense que l'industrie hôtelière est paniquée parce que tout le monde va finir dans un Airbnb. Alors, laissez-moi vous donner un chiffre qui prouvera que ce n'est pas le cas. Il faut savoir que 70% des réservations d'hôtels dans le monde sont de moins de 3 jours. 70% des bookings d'hôtels dans le monde sont de moins de 3 jours. Puisque 50% de l'hôtellerie du monde est faite par une clientèle d'affaires qui ne passe pas des semaines et des semaines à l'hôtel. Les gens viennent, 3 jours, partent aux prochaines villes, etc. 70% des réservations, moins de 3 jours. 95% des réservations Airbnb, plus de 10 jours. 95% des réservations Airbnb, plus de 10 jours. Est-ce qu'on est sur le même marché? Absolument pas. Mais où est le problème? Le problème, c'est que l'industrie hôtelière repose sur une arnaque fondamentale, c'est que des chaînes ont vendu à des petits hôteliers une marque en leur disant « En échange de faire partie de la chaîne Accor, je te prends 35% de com ».
quand Airbnb prend 5% de com. Vous pensez que les hôtels vont mettre combien de temps à aller sur Airbnb? Vous pensez que pendant combien de temps encore Airbnb ne va être réservé qu'aux appartements? Et vous voyez comment une communauté se retourne. Et ça, c'est l'idée reçue numéro 2. C'est que quand vous regardez les startups avec votre œil professionnel, vous faites toujours et toujours la même erreur sur les startups, c'est que vous les regardez en stock et pas en flux. Parce que vous appliquez votre façon de faire, à savoir une façon prédictive et planifiée à votre business, en vous disant si Airbnb, c'est une plateforme qui permet à des inconnus d'aller louer un appartement chez un particulier, vous vous dites Airbnb sera une plateforme qui permet à des inconnus d'aller chez particulier. Maintenant, moi, je vais vous donner ma vision d'Airbnb. La première plateforme d'hospitalité dans le monde. La première plateforme d'hospitalité dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, il y aura des hôtels, un jour, il y aura des auberges, un jour, il y aura des châteaux, un jour, il y aura à peu près toutes les offres possibles et inimaginables d'hospitalité. Ça va prendre du temps, mais c'est évident qu'une fois que vous contrôlez la communauté, une fois que vous contrôlez la chose la plus importante dans ce monde, à savoir une relation directe avec le consommateur final, vous pouvez désintermédier tout le monde. Prenez le cas d'Uber. Qui ici utilise Uber, par curiosité? Ok, donc on a 30% de la salle qui utilise Uber, 40%. Uber, c'est quoi? Est-ce que c'est un concurrent du taxi? Est-ce que vous pensez que... Qui ici pense que le vrai marché d'Uber est le marché du taxi? Levez haut la main. D'accord. Moi, je vais vous dire ce que je pense qu'Uber est. Uber est la première alternative au fait de posséder une voiture. Le vrai concurrent d'Uber, ce n'est pas les taxis. Le vrai concurrent d'Uber, c'est les sociétés automobiles. Pourquoi? Parce que les sociétés automobiles n'ont aucune relation avec leur client final, à part les grandes marques de luxe. C'est-à-dire que les Porsche, les Ferrari de ce monde ont une relation avec leur client final, mais Uber, lui, a une relation avec des millions et des millions et des millions de personnes et peut leur offrir une granularité de mobilité à la demande, aujourd'hui courte distance et bientôt longue distance. C'est-à-dire que les gens vont se dire, plutôt que de dépenser 15 000 € par an pour posséder une voiture, je vais dépenser 15 000 € par an en étant chez Uber. Prenez un chiffre, le marché du taxi à San Francisco en 2008, 560 millions de dollars. L'année dernière, Yellow Cab, le mois dernier, Yellow Cab, la plus vieille société de taxi de San Francisco, a déposé le bilan. La plus vieille société de taxi de San Francisco a déposé le bilan. Ils sont under Chapter 11. C'est pas une plaisanterie, c'est pas de la science-fiction. J'ai entendu tout à l'heure dans la phrase « il faut rentrer dans le futur ». Désolé de vous l'apprendre aussi abruptement le matin après votre soirée. Le futur, il est déjà passé. Là, faut rentrer dans le présent, les gars. On n'est pas en train de vivre un phénomène qui vous a attendu. On est en train de vivre un phénomène qui a déjà eu lieu. Maintenant, Uber, l'année dernière, en 2015, à San Francisco, c'est 860 millions de volume d'affaires. Et le marché du taxi, c'est 98 millions. Le marché du taxi a été divisé par 5 en 6 ans. Uber a pris plus 40% par rapport au marché du taxi. Et la société traditionnelle de taxi local a fait Chapter 11 et la plupart des chauffeurs sont devenus des chauffeurs Uber. Ça a pris 5 ans. Ça n'a pas pris 50 ans. 5 ans, c'est très, très, très peu de temps. Mais quelle est la différence entre Uber et la plupart des sociétés? C'est que Uber a une communauté d'utilisateurs engagés. Alors, comment on fait ça? La première règle de la communauté, et si vous avez 5 minutes dans votre vie, je vous invite à lire un livre qui a été écrit par un type qui s'appelle Saul Atkinson, qui s'appelle Rules for Radicals, et qui est le fondement de la création de toute communauté. L'étape numéro 1 pour créer une communauté, c'est de radicaliser les membres. C'est une stratégie toute bête, c'est la stratégie Airbnb, c'est la stratégie eBay, c'est la stratégie Google, c'est la stratégie Facebook. L'étape numéro 1 de gestion de toute communauté, c'est de radicaliser les membres. Il faut que les membres à l'intérieur de la communauté pensent que tout ce qui est à l'extérieur de la communauté est noir et tout ce qui est dedans est blanc. Alors évidemment, ce n'est pas intellectualisant, évidemment, c'est très limité comme vue, évidemment, ça ressemble beaucoup à la politique américaine, mais ça marche.
Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'un sens du combat et les gens ont besoin d'un sens de l'engagement. Et ça vient par où? Ça vient par l'expression claire d'une mission et de valeurs. À chaque fois que je vois une entreprise traditionnelle définir ses valeurs, alors je sais pas, excusez-moi d'avance si je vexe qui que ce soit, mais à chaque fois ça me fait mourir de rire parce que c'est jamais des vraies valeurs. Je vais vous prendre mon exemple préféré en France, comme ça je vexerai personne, SNCF, vu que la SNCF tout le monde les aime. Vous allez au siège de la SNCF et vous arrivez et vous avez un mur avec les valeurs de la SNCF. Et vous en avez 10. Alors en général, quand on a 10 valeurs, c'est qu'on en a 9 de trop. Parce qu'on ne peut pas avoir 10 valeurs à la fois, c'est trop de travail. Et les valeurs sont innovation. Parce que c'est vrai que c'est vachement bien de ne pas être innovant en fait. Hein. C'est une valeur que les gens adorent. Courage. C'est vrai qu'ils auraient pu écrire lâche. Respect de l'utilisateur. Bah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a des entreprises dans le monde qui se lèvent le matin en se disant « Moi, je vais écraser les utilisateurs ». Une valeur, c'est quelque chose que vous pouvez retourner et qui reste vrai. Par exemple, le mission statement de Facebook, c'est rendre le monde plus ouvert et connecté. C'est une valeur tout à fait acceptable de rendre le monde moins ouvert et plus fermé. La preuve, Snapchat cartonne. Pourquoi? Parce que la valeur d'ouverture est égale à la valeur de privacy. C'est comme quelqu'un qui vient et qui dit « ma valeur c'est la liberté » et quelqu'un qui vient et qui dit « ma valeur c'est l'égalité ». Évidemment que les deux sont antagonistes. Plus d'égalité égale moins de liberté. Plus de liberté égale moins d'égalité. Le monde des valeurs sont un monde de choix. Et vous ne pouvez pas prendre les gens pour des imbéciles. Les gens sentent quand les discours des entreprises ne sont pas sincères. Effectivement, quand Google vient et dit « on va indexer l'ensemble de l'information dans le monde », qu'est-ce qu'ils disent de façon sous-jacente? Que la privacy et la vie privée, ça n'existe plus. C'est ça qu'ils disent à tout le monde. Qui utilise Google ici? Tout le monde. Qui est traqué par Google? Tout le monde. Qui en a quelque chose à faire? Pas grand monde. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, il n'y a pas la valeur privacy va pas reprendre le dessus? Si. Et dans ce cas-là, Google est très mal, Facebook est très mal. Parce que ce qu'on ne comprend pas avec ces plateformes, c'est que ces plateformes sont des géants au pied d'argile. Laissez-moi vous raconter une anecdote pour comprendre la gestion des communautés. Instagram, il y a 2 ans, 3 ans, excusez-moi, a changé ses termes of use. Vous savez, le document, quand vous inscrivez sur un site, ça fait 25 pages et que personne ne lit et appuie sur OK. Donc ils ont changé ce document et dedans, ils ont écrit une phrase qui dit que toutes les photos Instagram prises sur Instagram appartiennent exclusivement à Instagram. Puis évidemment, personne ne s'en est rendu compte. Puis un jour, il y a un jeune Américain de l'Iowa qui s'ennuyait le dimanche et qui s'est dit « Tiens, je vais lire les conditions d'utilisation d'Instagram. » Parce que c'est ça qui est formidable sur Internet. Il y a toujours un type qui n'a rien à faire. Toujours. C'est vraiment... Et donc, il va lire les conditions générales d'utilisation d'Instagram, il va descendre, et va tomber sur cette clause scandaleuse. Il va écrire un email à Instagram leur disant « Attention, je vais publier un blog post. » Il a écrit à support d'Instagram. « Vous avez 48 heures pour changer vos conditions d'utilisation, sinon je révèle au monde que vous les arnaquez. » Alors évidemment, je pense que le stagiaire qui est tombé sur cet email a dû delete. Je sais pas c'est qui ce fou. Et puis voilà. Et puis 2 jours après, il a publié son blog post. Il a eu quelques centaines de vues. La semaine d'après, il a eu quelques milliers de vues. La semaine d'après, il y a un type au Washington Post qui est tombé sur son post, qui a publié, retweeté. Puis il a eu des dizaines de milliers de vues. Et puis il est tombé dans la million de vues. Et puis là, ça a été une PR panique. Alors maintenant, imaginons l'histoire du côté Instagram. Vous êtes le CEO d'Instagram. Et puis il y a un type qui vous dit qu'il se passe une crise là, parce que les utilisateurs ne sont pas contents de vos conditions d'utilisation. Et en bon CEO d'une startup qui se respecte, vous dites « Quoi? Mais c'est quoi les conditions d'utilisation ?» Flashback, 3 mois en arrière. Un jour, un avocat rentre dans la pièce.
Tu sais, il faudrait réfléchir à nos conditions d'utilisation parce que figure-toi que du point de vue de la propriété intellectuelle, on ne possède pas les photos. Et si on ne possède pas les photos, quelqu'un un jour pourrait nous attaquer en justice pour l'exploitation des photos. On n'a qu'à céder les droits gratuitement. Hein. Les gens postent les photos, on possède les photos. Ouais, fais ce que tu veux, ouais. Je vais quand même pas passer du temps avec des avocats. Et donc vous avez l'avocat qui écrit sa clause. Mais personne n'a tilté chez Instagram ce que ça voulait dire. Personne n'a tilté même dans une société aussi numérique qu'en fait ça avait de l'importance. Instagram a perdu ce mois-ci 30% de son trafic. 30%. Quand vous regardez la courbe des utilisateurs actifs d'Instagram, c'est une courbe très drôle parce qu'elle ressemble à ça. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Puis vous avez un choc comme ça. Vous imaginez ce que c'est 30% de perte en un mois? Est-ce que vous pensez que vous dormez la nuit? Que vous voyez tous les jours des utilisateurs qui sautent par la fenêtre? D'ailleurs, le CEO d'Instagram nous a raconté en privé qu'il faisait des cauchemars en imaginant des suicides collectifs et que les gens montaient en haut d'un bâtiment et sautaient et il n'arrivait plus à dormir. Et donc, ils ont fait des pillards, ils ont changé les conditions, ils se sont excusés, ils se sont littéralement prosternés devant leur communauté pour demander pardon et la courbe est repartie. L'hémorragie s'est arrêtée et aujourd'hui, Instagram croît à nouveau. C'est ça le monde contemporain dans lequel on vit. C'est un monde de l'hyper-démocratie. C'est un monde où on a l'impression que ces géants ont un pouvoir fabuleux, mais en fait, leur pouvoir, il n'est pas si fabuleux que ça, puisque si les gens décident à un moment que leur soumission volontaire n'est plus acceptable, alors tout peut se retourner très vite. On accepte d'être traqué sur son téléphone parce qu'au fond, on s'en fiche, mais on n'accepte pas que son œuvre d'art, qui soit la photo qu'on a postée, nous soit dépossédée. Et ce genre de subtilités, c'est le genre de subtilités qui font la force des communautés. Alors, comment on crée une communauté? Alors ça, c'est une alchimie un peu particulière. C'est que, une fois qu'on a radicalisé, une fois qu'on a défini ses valeurs, on a besoin de créer du lien, on a besoin de créer de la constance, on a besoin de créer de la permanence entre soi et les utilisateurs. Et c'est sans doute ça le moment le plus dur, parce que quand vous êtes une start-up, c'est très, très facile quand vous réussissez. Mais pourquoi c'est facile? Parce que vous pouvez faire quelque chose qu'aucun groupe existant peut faire. Vous pouvez faire ce qui est notre devise à The Family, fake it until make it. Toutes les communautés du monde commencent comme des communautés dont l'offre ou la demande est truquée. Et vous n'imaginez pas à quel point. Par exemple, je vais vous donner un exemple. YouTube. Comment YouTube a démarré? Ils pirataient des films, ils les mettaient en ligne eux-mêmes sous des pseudos bidons, et ils disaient « Ah, des utilisateurs ont piraté des films et mis sur YouTube, c'est pas nous. » Et d'ailleurs, quand ils ont vu que ce qui marchait le mieux, c'était les scènes érotiques, ils ont commencé à publier des annonces sur Craigslist disant « Offre 100$ pour un striptease soft mis sur YouTube. » C'est une époque où d'un seul coup, des centaines de filles à travers les États-Unis ont commencé à faire des striptease sur YouTube, dans une sorte de phénomène spontané. Je me souviens même d'un article dans le Wall Street Journal parlant du nouveau phénomène, alors qu'en fait, les fondateurs de YouTube envoyaient anonymement 100$ par la poste à des gens en utilisant Craigslist.com. Parce que d'un côté, l'offre ou la demande doit être truquée, sinon la machine ne démarre jamais. Le problème, c'est que ces genres d'activités sont possibles et ce genre de hack, c'est-à-dire de piratage, sont possibles quand vous êtes une start-up. Pourquoi? Parce que quand vous êtes une start-up, vous avez une ontologie qui est très particulière et c'est pour ça que vous devez toujours avoir peur des startups, aussi ridicules qu'elles puissent avoir l'air, parce qu'une startup n'a rien à perdre et tout à gagner. Quand vous êtes à zéro, si vous faites quelque chose comme ça et que vous êtes pris la main dans le sac, qu'est-ce qui se passe? Vous retombez à zéro. Vous êtes déjà à zéro. C'est quoi une start-up? Les gens ont plein de définitions glamour de la start-up. Mais une start-up, c'est une société en faillite permanente qui ne tient que par la volonté de ses fondateurs. Merci beaucoup. C'est très gentil. En fait, c'était pas une bonne idée. Une start-up, c'est une société en faillite permanente qui ne tient que par la volonté de ses fondateurs. On vous parle souvent des faillites de start-up. On vous dit la société machin, après avoir levé des dizaines de millions, a fait faillite. Mais ça, c'est l'élite des faillites. 99% des échecs de start-up, c'est 3 types dans un salon dont vous n'avez jamais entendu parler, qui avaient un projet, qu'on glandait pendant 12 mois et qui sont retournés travailler chez vous après. C'est la plupart des start-up
personne n'en entend jamais parler. Alors, quand vous êtes dans cette situation et que vous comprenez la réalité de votre situation, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Vous pouvez faire des choses très choquantes, vous pouvez faire des choses très radicales, vous pouvez faire des choses très violentes. Et c'est pour ça que les startups ont un avantage comparatif par rapport à un groupe dans votre genre où vous avez tout à perdre. Quand on a 90 000 collaborateurs dans le monde, on ne peut pas se comporter comme une start-up. Moi, ça me fait toujours rire. Il y a plein, en plus, je crois qu'il y en a cet après, mais il y a plein de gens qui viennent voir les gens en disant « il faut vous comporter comme une start-up ». Mais bien sûr, c'est un peu comme aller voir quelqu'un et lui dire « il faut se comporter comme un gamin de 4 ans, parce qu'après tout, on est enfant toute sa vie ». Bien sûr que non, on n'est pas enfant toute sa vie. Si là, il y avait un type de 80 ans qui se comporte comme un gamin de 4 ans, ça serait insupportable, ce serait pas mignon. Et en fait, la réalité, c'est que la plupart des grands groupes, face à ce nouveau complexe qu'est la start-up, se disent « moi aussi, je veux créer ma communauté ». Et ils finissent par prendre tous les symboles de la start-up sans comprendre le fond rationnel de la start-up. Or, c'est quoi le fond rationnel de la start-up? Le fond rationnel de la start-up, c'est que la start-up est la seule institution sociale qui peut prendre un risque maximal, infini. Et que c'est pour ça que lorsqu'elles fonctionnent, elles vont aussi vite, elles vont aussi fort et elles peuvent retourner un marché. Dans votre cas à vous, ce que vous devez comprendre, c'est que votre force à vous, c'est finalement pas tant cette capacité à prendre les mêmes risques, mais c'est cette capacité à utiliser vos actifs pour vous transformer. C'est pas la même chose. La bataille, c'est un peu la même chose que guérilla face à armée de front. Quelqu'un qui peut mener une guérilla ne peut pas mener une armée de front, et quelqu'un qui mène une armée de front ne peut pas gagner face à une guérilla. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au champ de bataille et ne jamais oublier que la plupart des entrepreneurs sont faibles et se rachètent. Pensez-y. C'est un vrai sujet de fond et c'est un vrai sujet stratégique. Alors, dernier élément sur la gestion des communautés, et qui, je pense, est le plus important, c'est que, au fond, quoi que vous fassiez pour gérer vos utilisateurs, vous aurez toujours et toujours et toujours des gens qui ne sont pas contents, et le service client est en train de devenir l'arme stratégique fondamentale des entreprises. Pendant trop longtemps, le service client était une fonction support qui n'était pas au cœur de la vie des entreprises. Si vous comprenez aujourd'hui que la chose la plus importante, c'est votre communauté et plus vos clients, c'est-à-dire que c'est à la fois le lien qui existe entre vous et chacun des clients individuellement, mais surtout le lien qui existe et invisible entre vos clients. Si vous voulez avoir une expression de ça, qui est sans doute l'expression la plus vieille, pensez à tous les gens insupportables autour de vous qui adorent Apple. Qui a acheté une Apple Watch ici? Soyez honnête. Okay. Voilà, vous avez les coupables dans la salle. Les gens qui ont acheté une Apple Watch sont des gens qui sont fans d'Apple. Parce que, en général, faut jamais, quand vous connaissez la techno, vous achetez jamais la première version d'aucun produit. C'est comme ça. Vous achetez toujours la deuxième version. Mais quand vous êtes fan, quand vous êtes dans un mouvement, vous achetez parce que c'est Apple. Et ça, je comprends très bien, j'ai été comme ça pendant longtemps. Pendant très longtemps, je vendais religieusement des Macs à tout le monde dans mon entourage. Et si j'allais chez quelqu'un qui avait un PC, je me fâchais avec lui. Pourquoi? Parce que j'étais fou, j'étais dans la secte Apple. Et Apple, c'est une secte. C'est une secte au sens où ils ont réussi à créer un mouvement religieux qui arrive à convaincre les gens d'acheter un ordinateur 3 fois le prix parce que c'est un Mac et qu'il a été fabriqué dans une seule pièce d'aluminium. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, atteindre ce genre de niveau d'expression, c'est atteindre un niveau où la relation n'est plus simplement une relation entre vous et les clients, mais entre les clients eux-mêmes. Et ça, c'est pas une commodité, c'est aujourd'hui la plus grande protection. Et quelle est la façon opérationnelle de faire ça? Il y en a une seule, c'est d'apprendre à l'ensemble des collaborateurs à être dans le care, c'est-à-dire ne pas être dans la vente, mais être dans l'expression de la protection du client et de l'intérêt des clients au-delà de la vente de court terme. Si vous voulez une entreprise magistrale pour ça, c'est Amazon. Aujourd'hui, Amazon dépense plus d'argent dans son service client que dans aucune autre fonction logistique. Le service client chez Amazon, c'est l'élite des collaborateurs. Le service client chez Amazon, c'est le cœur de l'offre, c'est le début de l'offre, c'est la fin de l'offre. Et ça, quel que soit l'impact et le prix sur le PNL, parce qu'ils savent que la concurrence future est beaucoup plus importante que la concurrence passée. Parce qu'ils savent que tout client qui n'était pas content et qui est satisfait devient un zélote.
savez, les zélotes, c'est ces religieux retournés qui deviennent fanatiques pour vous. C'est la même chose, c'est le même combat avec les utilisateurs. La mission aujourd'hui de toute entreprise n'est plus d'avoir des clients, mais d'avoir des fidèles. Et ça, ça ne vient pas simplement d'un discours corporate fabriqué, aseptisé, qui veut que l'innovation, je ne sais pas quoi, soit au cœur. Ça vient du laisser-faire des collaborateurs, d'exprimer qui ils sont réellement. Et ça veut dire donner du pouvoir pour créer de la relation dans les magasins et de la vie. Et d'ailleurs, et je finirai juste là-dessus, vous êtes dans le retail, énormément de gens dans l'Internet vous ont expliqué que le retail allait disparaître. C'est faux. Le retail a un avenir extraordinaire devant lui, parce que le jour où on en aura marre d'être devant son ordinateur, on se rendra compte que le retail est un agrégat social extraordinaire de rencontres et de partage. Et toutes les sociétés Internet ont peur de ça parce qu'elles savent que tout ce qu'elles ont fait en ligne va se répliquer hors ligne. Alors le grand combat maintenant, c'est est-ce que les sociétés du numérique vont descendre rapidement? Regardez qu'est-ce qu'Amazon est en train de faire. Amazon est en train d'ouvrir des boutiques. Ils ne sont pas fous, ils savent très bien qu'il se passe des choses dans les boutiques qui ne se passeront jamais sur un site Internet. Ou est-ce que c'est vous qui allez réussir à créer une expérience omnicanale qui fonctionne vraiment? Merci beaucoup. Oussama Ammar, merci. Et là, je pense que ça va vous faire réfléchir longuement. Oussama ? Je pense que ça a secoué beaucoup de monde.